Le gouvernement retire le projet de loi Devaquet. Aucun projet de remplacement n'est prévu à ce jour et il n'y aura pas de réforme des lycées dans l'immédiat. Satisfaction chez les étudiants qui maintiennent néanmoins leur manifestation de mercredi. Le procès d'Action Directe reporté à la prochaine session de la Cour d'assises de Paris. Plusieurs jurés manquent à l'appel après les menaces de l'un des accusés. Ce lundi 8 décembre, un jour de détention supplémentaire pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement a donc tiré les conséquences des événements souvent dramatiques de ces derniers jours. Le projet de loi Devaquet est purement et simplement retiré. C'est ce que réclamaient les étudiants et les lycéens depuis maintenant 2 semaines. Jacques Chirac l'a annoncé en fin de matinée au terme d'une réunion exceptionnelle de son gouvernement. Voici les termes dans lesquels le Premier ministre a expliqué tout à l'heure sa décision. Après m'en être entretenu avec M. René Monory, le ministre de l'Éducation nationale, j'ai réuni les ministres de mon gouvernement pour leur faire part de mes décisions. Aucune adaptation, si nécessaire soit-elle, de l'université ne peut être menée à bien sans une large adhésion de toutes les parties concernées, et notamment des étudiants et des enseignants. Elle ne peut se faire aussi, cela va de soi, que dans le calme. Il apparaît clairement que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les manifestations en cours, avec tous les risques de violence et les dangers qu'elles comportent pour tous, en sont la preuve. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer l'actuel projet de loi. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'engager immédiatement une large concertation sur le plan national et sur le plan régional pour élaborer les mesures permettant d'adapter les universités françaises à l'évolution du monde moderne, aux aspirations légitimes de la jeunesse, tant dans le domaine culturel que dans le domaine de l'emploi, et aux ambitions de notre pays. Voilà alors une réaction de l'Élysée après l'annonce tout à l'heure de ce retrait. La présidence de la République qui fait connaître sa satisfaction, précisant que la décision de Jacques Chirac est conforme à la position exprimée par François Mitterrand. Et puis la démission d'Alain Devaquet ce soir effective. Le président de la République l'a accepté tout à l'heure sur proposition du Premier ministre. Auparavant, M. Chirac avait rendu un hommage très appuyé à Alain Devaquet, dont il a souligné la très grande honnêteté. De nombreuses réactions politiques et syndicales, bien sûr, nous allons y venir dans un instant. Mais d'abord, si vous voulez bien, l'avis des intéressés, c'est-à-dire les étudiants ou du moins ceux qui les représentent au sein de ce que l'on appelle les coordinations. Alors on se dit satisfait, mais sans annuler pour autant la manifestation prévue pour mercredi. Des réactions qui ont été recueillies par Yoba Grégoire et Serge Nous Misra. notre appel à la population pour la grève générale mercredi et des manifestations dans les principales... C'est clair, la coordination des étudiants veut profiter de sa victoire. La manifestation de mercredi est donc maintenue. Ses modalités seront fixées demain. Demain également, des assemblées générales auront lieu dans toutes les universités pour décider de la suite du mouvement. Après la mort de Malik Oussekine, la coordination demande une commission d'enquête. Quant aux intentions du gouvernement sur l'avenir des universités et des lycées, la coordination se déclare vigilante et solidaire des lycéens. En tant que lycéen, il est effectif que le projet Monory nous touche plus que le projet Devaquet. Donc c'est une demi-victoire pour nous. On a en fait rêveur qu'un autre projet nous soit proposé sous un autre nom d'ici 15 jours et qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, parce que je crois que c'est vraiment... La victoire est quand même relativement vaseuse, parce que bon, on voit bien que l'arrêté qui a été fait aujourd'hui a été fait uniquement pour éviter les manifestations qui vont se passer ces prochains jours. Au vu des déclarations de M. Monory, les lycéens de leur côté se détermineront dans les prochains jours sur la suite à donner à leur propre mouvement.
Vous l'avez entendu, la dernière revendication sur laquelle semble donc maintenant se polariser étudiants et lycéens, et surtout les lycéens, c'est la réforme Monory sur les lycées. Alors le ministre de l'Éducation nationale, M. Monory, a donc tout de suite mis les choses au point. Il n'y aura pas de réforme dans les lycées dans l'immédiat, a-t-il confirmé tout à l'heure. M. Monory qui en a profité pour évoquer les prochains rendez-vous dans ce secteur sensible de l'université et du lycée. Le détail, Estelle Goussy. Plus question de réforme des lycées, la rentrée 87 se fera dans les mêmes conditions que celle de 86, avec les mêmes séries de baccalauréat. Pour les universités, le projet Devaquet ne sera pas remplacé par un projet Monory. La loi Savary reste en vigueur et sera simplement revue et corrigée au terme d'une large concertation, au plan national et université par université. Toutes les organisations d'enseignants et d'étudiants seront entendues dans les prochaines semaines. Par ailleurs, un comité national de réflexion, avec à sa tête un monsieur université, dont le nom devrait être connu dans quelques jours, sera créé. Sa mission, esquisser le nouveau paysage universitaire des 10 prochaines années. Je demanderai au comité qui va se mettre en place de réfléchir à l'articulation entre lycée et enseignement supérieur. Il serait tout de même anormal de recevoir dans les 4 ans 200 ou 250 000 lycéens de plus, et de ne pas se préoccuper comment ils vont pénétrer et rester dans l'université. Il ne suffit pas qu'ils fassent une apparition de 6 mois. Il s'agit de savoir comment ils peuvent bien rentrer dans l'université, apprendre davantage, se former à des métiers et y rester. L'intérêt, c'est d'avoir plus d'étudiants et d'avoir plus de lycéens. L'un n'est pas étranger à l'autre. Les deux réflexions seront menées de pair et toute la concertation qui va avoir lieu pour les universités, mais elle se fera aussi pour les lycées. En attendant les résultats de cette concertation, de cette réflexion, rien ne sera changé. Il faut aussi savoir que le gouvernement va bientôt désigner une personnalité incontestable qui sera chargée de réfléchir en profondeur sur ces problèmes de l'université en France. Cette crise dans l'université et dans les lycées a pris en fin de semaine un tour plus précisément politique et syndical au lendemain de la mort du jeune Malik. Une mort qui a stupéfié tout le monde. Ce soir, le retrait du projet Devaquet provoque donc un soulagement quasi général dans le monde politique. Voici tout de suite les commentaires des principaux responsables politiques justement recueillis par Daniel Brem. Quand vous annoncez un grand projet de loi, vous durcissez les antagonismes. Et en fait, dans ce projet, il y avait peu de choses qui étaient indispensables. On a vu qu'il y avait une angoisse dans la jeunesse française. Ça n'est pas 68. 68, c'est un moment où les jeunes voulaient casser le système. C'était une révolte. Et 1986, c'est un moment où les jeunes veulent entrer dans le système, dans le travail et dans la vie. Donc ce n'est pas du tout la même situation. Ce n'est pas une révolte, c'est l'expression d'une inquiétude. Et à partir du moment où ce texte était interprété comme aggravant cette inquiétude, il est évident qu'il fallait le retirer. Mais ça ne règle pas pour autant les problèmes. Je ne peux que me féliciter du fait que ce retrait est intervenu. C'est une bonne chose pour tout le monde. Les étudiants, les lycéens, les jeunes ont obtenu l'objectif qui était le leur. Il faut qu'ils tiennent compte maintenant de cette nouvelle décision et qu'ils gèrent cette situation nouvelle, celle de leur succès, avec autant de maturité qu'ils ont géré le mouvement qui a conduit au succès. Ils ont gagné. Je sais que ce n'est pas dans l'enthousiasme ou dans la joie, mais souvent dans le chagrin et l'amertume. Mais ils ont gagné et surtout, c'est la paix et le retour au calme qui ont gagné. Écoutez, je n'ai pas à être content ou pas content. Je dirais que je suis plutôt navré de ce qui s'est passé depuis 15 jours, mais que la décision qu'a prise tout à l'heure le Premier ministre me paraît, dans les circonstances où nous sommes, une décision raisonnable, parce que c'est une décision d'apaisement. Mais nous nous réjouissons profondément du retrait du projet Devaquet, qui est une victoire du mouvement des étudiants et des lycéens, de son indépendance, de son ampleur, et vous savez, nous l'avons soutenu. Je crois que cela prouve que, comme on dit, l'action paie. Or, il faut bien le dire, les problèmes de l'enseignement restent entiers. C'est-à-dire que la concertation annoncée par le Premier ministre doit déboucher sur des mesures rénovant et démocratisant l'enseignement pour que l'école soit une école de la réussite et l'école de l'égalité des chances. En retirant ce projet, M. Chirac a cédé devant les pressions de la rue, il a cédé devant la gauche, il abandonne de ce fait l'université à son déclin, il est pris au piège de la cohabitation
Et c'est grave, car ce n'est pas comme ça que l'on réglera les grands problèmes du pays. Ce n'est pas ce qu'attendaient les électeurs de M. Chirac. La coordination étudiante a, vous le savez, appelé les organisations syndicales à se joindre à la manifestation de mercredi. C'était avant le retrait du projet de loi. Force ouvrière, la CGC et la CFTC avaient tout de suite refusé de s'associer au mouvement. La CGT avait dit oui, la FEN aussi, et la CFDT avait dit oui, si. La situation a bien sûr quelque peu changé ce soir, depuis la déclaration de Jacques Chirac et le retrait du projet de loi. Du coup, la CFDT dit maintenant non, estimant que la manifestation n'a plus d'objet, tout comme d'ailleurs la FEN. Mais la CGT maintient de son côté son mot d'ordre. Voici les explications des responsables de la CGT et de la CFDT. Les travailleurs qui font confiance à la CGT, qui comprennent la portée de ce qui est en train de se passer, répondront présents à l'appel de la CGT mercredi. Les modalités, nous en discuterons demain avec les représentants élus des étudiants. Mais nous sommes présents pour les objectifs qui sont ceux des étudiants, avec l'état d'esprit qui est celui du monde du travail, qui a ses propres préoccupations bien légitimes et qui sait s'exprimer en respectant le caractère d'une journée et en faisant connaître ses propres intérêts. Nous considérons, nous, que l'essentiel étant atteint, la manifestation de mercredi n'a plus d'objet, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les entreprises, d'une façon calme et grave, de très nombreux salariés ont manifesté leur réprobation des violences policières, leur exigence d'avoir une police qui soit au service de l'ordre. En fait, il faut savoir arrêter un mouvement. Il faut savoir, quand on a des acquis, reconnaître qu'on a des acquis. C'est la victoire. Les étudiants ont remporté une victoire par rapport à ce projet de Vaquet. Il faut qu'ils gèrent maintenant cette victoire en accompagnant, en participant au processus interne de rénovation de l'université. Et je ne pense pas que de ce point de vue, ce soit des manifestations supplémentaires qui soient la bonne façon. L'émotion doit maintenant se traiter, j'allais dire, dans le calme et dans le travail pour une nouvelle université. Le calme aussi, le recueillement et surtout pas de débordement, tels étaient les mots d'ordre des jeunes gens qui avaient choisi de défiler aujourd'hui en signe de deuil après la mort du jeune Malik Oussekine. Environ 30 000 personnes cet après-midi dans les rues de Paris, un cortège où l'on parlait aussi beaucoup bien sûr du retrait du projet de loi. Le reportage de François Cornet et Olivier Lerner. De dispersion donnée. À vous disperser, effectivement. Un dernier défilé de la Sorbonne à la Bastille pour Malik Oussekine. 30 000 étudiants et lycéens, parfaitement silencieux, parfaitement dignes. Aucun cri, aucun slogan, pas la moindre banderole. Les graffitis sur les murs parlent d'eux-mêmes. Dorénavant, le gouvernement devra discuter avec nous. Et c'est pour cela que c'est une victoire. Néanmoins, ça a coûté très cher, je pense. Et trop cher. La vie d'un homme, c'est beaucoup trop pour un projet de loi, pour un peu d'encre et un peu de papier, je pense. On a eu notre satisfaction du côté du projet de Vaquet, mais pour ce qui est de nos copains qui sont morts, enfin notre copain qui est mort et les autres qui ont été blessés, on continue à manifester de toute façon. Des dizaines de mains anonymes ont déposé des couronnes de fleurs rue Monsieur le Prince, la même où Malik est tombé. Regroupé derrière une simple couronne de roses blanches, le cortège est passé ensuite devant l'hôpital Cochin pour rejoindre enfin la place de la Bastille. Aucun incident n'est venu troubler la manifestation. Un simple refrain a été entendu au moment de la dispersion. De Vaquet, on l'a eu, Monory, on l'aura. Des jeunes, vous l'avez vu, très touchés, très choqués par la mort du jeune Malik. Aujourd'hui, les parents du jeune homme ont déposé plainte contre X. Et puis le parquet a ouvert une nouvelle information pour cause volontaire, cette fois, ayant entraîné la mort sans volonté de la donner. Enfin, en début d'après-midi, François Mitterrand, accompagné d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 86, est allé rendre visite à la famille du jeune homme pour lui exprimer sa solidarité. Monsieur Mitterrand, voici, Dominique Lery, Pascal Deschamps, Jacques Aubertin étaient sur les lieux. Oui, non, oui. Comment avez-vous trouvé la famille? Difficile. Je vous dirai simplement ces quelques mots. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation et lui dire personnellement ma peine devant ce grand malheur.
M. Mitterrand a également écrit aux 3 étudiants grièvement blessés dans les manifestations et son directeur de cabinet s'est rendu au chevet des membres des forces de l'ordre blessés lors des affrontements. On évoque le chiffre de 179 blessés dans les forces de l'ordre. Des blessés donc de part et d'autre et la polémique qui se poursuit sur l'attitude de la police ou de certains policiers lors des nuits chaudes de la semaine dernière et de ce week-end. La mort de Malik, l'intervention tardive des forces de l'ordre dans la nuit de samedi et dimanche, le champ libre qui aurait parfois été laissé aux provocateurs, autant de questions qui se posent ce soir encore et que pose le secrétaire général de la FASP, le principal syndicat de policiers, M. Delplace. Pourquoi avoir tant attendu pour intervenir? Pourquoi avoir laissé des commissaires sans instruction, sans réponse à leurs demandes d'ordre précis durant 2 heures? Pourquoi avoir laissé opérer impunément les casseurs? Pourquoi avoir laissé des unités en position de faiblesse? Pourquoi ne pas avoir préventivement interpellé les provocateurs repérables à l'avance? Pourquoi a-t-on vu certains d'entre eux agir et se promener au nez de nos collègues sans qu'ils reçoivent l'ordre de les arrêter? A-t-on voulu donner en pâture le spectacle de la violence? A-t-on voulu mettre en danger l'ensemble de nos collègues qui ont gardé leur sang-froid? Ces questions, nous nous les posons d'autant plus que nous avons alerté le ministre de la Sécurité l'après-midi même lors d'une audience au ministère de l'Intérieur. Il nous fut répondu que les manifestants étaient les seuls responsables de ce qui pouvait arriver. Nous ne comprenons pas ce langage. Nous l'avons dit à M. Pandreau samedi après-midi. Quand une manifestation est autorisée, un ministre, soucieux de la protection des personnes et des biens, ne peut s'en laver les mains. Il reste comptable de l'ordre républicain. Alors, sans répondre directement à Bernard Delplace, le préfet de police de Paris, Jean Paolini, que nous avons sollicité tout à l'heure, explique à son tour les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont été appelées à intervenir, notamment samedi soir. Monsieur Paolini. Toute intervention des forces de l'ordre au quartier latin et toute intervention sur un défilé, par exemple, est difficile et présente de très grands risques. Il y avait au quartier latin ce soir-là beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens et beaucoup de badauds. Et nous ne sommes intervenus que lorsque il nous est apparu que nous pouvions effectivement nous engager sans faire trop courir de risques à ceux qui, par un mouvement de panique, par une crainte d'une intervention de police, se seraient mis à courir à droite et à gauche. Mais nos interventions n'ont pas été, contrairement à ce qui a été dit, inefficaces. Nous avons interpellé 28 personnes, quelques-unes pour vol, après les mises à sac, et d'autres pour port d'armes par destination. Mais certaines personnes ont dit qu'entre les policiers et ceux qui cassaient les vitrines ou les voitures, il n'y avait qu'une très courte distance, que les policiers auraient pu facilement intervenir. Non, c'est un reproche qu'on fait à la police. Quand elle intervient, qu'elle court après les casseurs, on lui reproche de l'avoir fait, et quand elle ne le fait pas, on lui reproche de ne pas l'avoir fait. On a reproché à la police de courir après les casseurs à l'issue de la manifestation du 4, on lui reproche ensuite de ne pas être intervenu à l'issue de la manifestation du 6. Voilà donc pour le dossier, pour les faits, à la lumière de ces dernières heures et surtout après l'annonce du retrait du projet de loi donc sur la réforme universitaire, une mesure spectaculaire, il faut bien dire, et réclamée, Paul Amar. Oui, la sagesse après une semaine folle, l'apaisement après les surenchères, la raison après la passion. Jacques Chirac a pris une décision qui lui a peut-être coûté, mais il l'a prise. Et il l'a fait pour éviter 3 périls. Péril politique, au sein même de la majorité, un débat invisible, mais de plus en plus vif, opposait les partisans de la fermeté, c'est-à-dire du maintien du texte, à ceux de la modération, c'est-à-dire du retrait. Péril institutionnel, si la situation s'était dégradée, François Mitterrand, qui suit de très près les événements, serait sans doute intervenu. Une divergence publique entre le président de la République et le Premier ministre aurait alors fragilisé la position de Jacques Chirac, mais aussi la coexistence entre les 2 hommes. Péril social, donc économique. L'arrêt de travail d'1 heure ce matin dans les entreprises
et la réaction des syndicats solidaires des étudiants ont amplifié d'un seul coup le mouvement de protestation, un mouvement comparable cette fois à mai 68. Voilà les 3 dangers que le chef du gouvernement a voulu écarter, mais un 4e danger le guettait, celui d'une incompréhension, d'un divorce même entre la jeunesse et le pouvoir, entre l'école et la classe politique. Mais la classe politique a promis aujourd'hui, comme en 84, de ne plus aller sous les préaux. Puisque vous évoquez le paramètre politique, Paul, il faut signaler le coup d'accordéon sur le franc qui, après avoir chuté ce matin, a repris du poil de la bête ces dernières heures après l'annonce du retrait du projet et en prévision sans doute du calme qui devrait maintenant revenir. Le poids de la peur à la cour d'assises de Paris où le procès d'Action Directe a dû être reporté faute d'un nombre suffisant de jurés. C'est la première fois et ce pourrait être fort grave pour la suite des événements car c'est un problème de principe. Paul Lefebvre. Régis Fleischer était revenu à l'audience comme pour constater l'effet de ces menaces. Sont-elles la seule raison de la défection des jurés ou s'y ajoute-t-il, soyons clairs, l'effet démultiplicateur des médias? Possible. Résultat, le procès est renvoyé à une date sans doute assez éloignée. Le 3 septembre dernier, une loi a été votée créant des cours d'assises spéciales uniquement composées de magistrats et chargées de juger les dossiers de terrorisme. Mais le droit français précise que seules sont compétentes les juridictions, les cours d'assises dans ce cas particulier, existantes au moment où les faits ont été commis. Donc, le dossier de l'avenue Truden doit être jugé par un jury populaire, comme le dossier Abdallah, comme le dossier de la branche lyonnaise d'Action Directe et comme les 2 autres poursuites contre Fleischer. 4 procès qui s'annoncent donc difficiles. Il a été parfois impossible de former un jury, cela a été très exceptionnel, par exemple après l'attentat de Pont-sur-Seine contre le général de Gaulle, mais je n'ai pas souvenance, depuis 22 ans de chronique, d'un jury déjà constitué qui se soit ainsi effacé devant son devoir de citoyen. Peut-on pour autant jeter la pierre à ceux qui ont peur? Le jury populaire est l'un des symboles fondamentaux de la démocratie. Parfois, la démocratie pèse lourd. Action Directe encore avec l'inculpation d'un couvreur de 32 ans pour complicité dans l'attentat contre la BRB, la Brigade de répression du banditisme à Paris. C'était le 9 juillet dernier. Un inspecteur divisionnaire était tué et 3 autres policiers étaient gravement blessés. L'inculpé Gilbert Vecchi aurait donné des informations à Max Frérot, l'auteur présumé de cet attentat. Commentaire de Françoise Champet. Le 9 juillet dernier, les locaux de la brigade de répression du banditisme sont dévastés. Une bombe de 10 kilos a été placée au 4e étage. L'inspecteur Badevant, 54 ans, est tué sur le coup et 3 policiers sont grièvement blessés. Très vite, l'enquête se porte sur la branche lyonnaise d'Action Directe et en particulier sur Max Frérot, en fuite au moment de l'attentat. Avec l'inculpation hier de Gilbert Vecchi, 32 ans, la piste lyonnaise semble se confirmer. En effet, Gilbert Vecchi était couvreur dans une société de travaux publics et avait effectué des chantiers à la préfecture de police. Connaissant parfaitement les lieux, il aurait fourni des renseignements à Max Frérot, artificier du groupe terroriste et auteur présumé de l'attentat. Gilbert Vecchi est aujourd'hui placé sous mandat de dépôt par le juge Bruguière et inculpé de complicité d'assassinat et tentative d'assassinat. Et puis ce soir, on apprenait que Gilbert Vecchi et son cousin Christian Dubray auraient tous deux avoué avoir participé à un hold-up le 3 novembre 1981 à Lyon. Hold-up au cours duquel un policier avait été tué. Les 2 hommes vont être transférés à Lyon pour y être inculpés par le juge Le Monde de vol à main armée, homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. L'inspecteur de police qui a tué un jeune Français d'origine nord-africaine vendredi soir, ce policier était probablement en état d'ivresse, c'est en tout cas ce que donnent à penser les premiers éléments de l'enquête. L'affaire remonte donc à vendredi, mais les autorités ont préféré ne pas la rendre publique aussitôt pour, semble-t-il, éviter d'échauffer les esprits. Pourtant, tous les témoignages concordent, rien ne justifiait le geste du policier qui d'ailleurs n'était pas en service. Au départ, une simple bagarre entre consommateurs dans ce café de Pantin. Il est 23 h vendredi dernier. Le ton monte entre 2 consommateurs installés au bar. Les 2 hommes sortent pour s'expliquer sur le trottoir. Abdel, qui prenait un verre avec son frère et son amie Catherine, tente de s'interposer. Mais un policier, qui n'était pourtant pas de service ce soir-là, intervient, l'arme au poing. Je l'ai vu sortir. Quand je l'ai vu sortir, il a crié police. Et quand il a crié police, moi j'ai voulu aller les séparer aussi, mettre avec Abdel. Et il y a quelqu'un qui m'a retenu pour pas que j'y aille. Et bon, j'étais dans ses bras, la fille. Et j'ai entendu le coup de feu, je me suis retournée, j'ai vu Abdel par terre. J'ai couru le voir. Il avait du sang partout sur lui. Il a dit à son frère, tais-toi. Il lui a dit,
Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Il lui a dit tais-toi, tais-toi, dis rien, garde tes forces, il lui a dit. D'après les premiers éléments de l'enquête, le meurtrier était sérieusement éméché au moment des faits. 1,89 g d'alcool dans le sang, plus de 2 fois la dose normale. Suspendu de ses fonctions de policier, il a été inculpé d'homicide involontaire et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Abdel, lui, est mort quelques minutes après le coup de feu. Il avait 19 ans. Voilà, alors pour terminer ce journal sur une note un peu plus optimiste, un mot de sport avec la finale des Masters de tennis qui se déroule cette nuit aux États-Unis, doublé d'as puisque Lendl affrontera Becker, à moins que ce ne soit l'inverse, ce sera en tout cas en direct sur Antenne 2. Mais dès à présent, Thierry Blanco nous présente l'enjeu de ce match au sommet. Voici sans doute le favori de la finale des Masters, le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Cette fois finaliste au Madison Square Garden, Lendl a gagné à 3 reprises. En demi-finale, contre Wilander, Lendl a bien servi, confiant, très mobile, il a libéré toute sa puissance. Aucune balle de break contre lui depuis le début du tournoi. Le numéro 1 mondial veut rester le maître face à Boris Becker, qu'il a battu 3 fois cette année, notamment 3-7-0 lors de la dernière finale des Masters. Contre lui, les fans du numéro 2 mondial, en face de lui, un spécialiste du service canon. Boris Becker est en super forme et se permet même les gestes techniques les plus fous. Cette fois-ci, même Papa Becker ne devrait pas s'endormir. Boris, lui, a une revanche à prendre sur Lendl, sa condition physique actuelle le lui permet. La météo maintenant avec Laurent Boussier, le général Hiver qui pointe le bout d'une épaulette demain. Absolument, puisque nous allons assister à un changement de décor. Nous allons passer d'un temps digne d'un mois d'octobre à une vraie météo de décembre, avec baisse des températures, nuages, vent violent et pluie. Alors on regarde l'image satellite cet après-midi par Météosat, la voilà. Image assez floue où on ne voit que mal la perturbation qui était aujourd'hui sur toute la moitié ouest de la France. Alors cette perturbation poussée par des vents d'ouest eux aussi va gagner cette nuit et demain, la moitié est du pays. Résultat sur la carte du temps prévue pour demain qui, elle, est beaucoup plus claire. Sur toute la moitié est, un ciel couvert, nuageux, avec des averses parfois violentes, pas de neige parce que ce sont des masses d'air trop chaudes, mais un ciel vraiment nuageux et des pluies souvent en continu. Quelques éclaircies quand même en Corse. En revanche, sur la moitié ouest, c'est un temps un petit peu plus variable. Il y aura aussi des nuages, il y aura aussi de la pluie, mais il y aura quand même quelques éclaircies. Attention, les vents d'ouest atteindront encore 50 à 60 km/h. On passe maintenant aux températures. Température en baisse, toutes ou presque inférieures à 10 degrés sur la moitié nord, sauf à Cherbourg et sauf à Brest, mais 8 degrés à Paris seulement, baisse de 4 ou 5 degrés donc par rapport à aujourd'hui. 9-10 degrés sur le centre, et puis baisse aussi sur la moitié sud et sur la Méditerranée, puisque de températures de 15, 16, 17 degrés, nous allons passer à des températures de 12, 13 degrés. Vous voyez, général hiver, comme le disait Bernard, arrive. On termine avec notre agenda. Demain sera le mardi 9 décembre. Le soleil se lèvera à 8h33, se couchera à 16h52, 2 minutes de soleil en moins. Et ce sera la Saint-Pierre-Fourier. Eh ben, ça peut être marqué, mais c'est sûrement ça. D'autres informations, d'autres développements, d'autres commentaires dans notre dernier journal. Ce sera avec Philippe Arroir et ce sera aux environs de 23 h. Et puis demain matin, un premier rendez-vous à 6h45, Télématin. Et Julien Lepers recevra demain Claude Santelli pour nous parler des 50 ans de la télévision. Voilà, il me reste à vous rappeler le principal titre de ce journal, le retrait du projet de loi Devaquet annoncé en fin de matinée par Jacques Chirac. Et puis M. Monory René Monory qui précise qu'il n'y aura pas de réforme des lycées dans l'immédiat. Cela dit, satisfaction chez les étudiants, mais ils conservent néanmoins leur mot d'ordre de manifestation pour mercredi. Voilà, je vous retrouve demain soir à 20 h. Très bonne soirée sur Antenne 2.